dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial, nous serons en compagnie de Laurence Cotet qui a publié un livre « Non, j'ai arrêté » chez Inter-Éditions. C'est tout de suite, c'est sur Fréquence Évasion, c'est dossier spécial. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Laurence Cotet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez publié un livre « Non, j'ai arrêté » chez Inter-Éditions. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours, maintenant beaucoup de personnes le savent, c'est un parcours d'une personne alcoolique, sachant que je cumulais également l'alcool et d'autres drogues. Donc j'étais en polyaddiction. Ce parcours de drogue m'a fait tout perdre. Un jour, bien précis, c'est le 23 janvier 2009 à midi et demi, là je vais tout perdre. Sauf la vie, et je me rends compte que je ne veux plus de cette vie-là. Donc je me soigne. Par contre, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver les bonnes structures de soins. Et on peut dire que ça a été quand même un parcours de combattant. Et c'est simple, c'est parce que cette maladie est insuffisamment, je parle bien d'une maladie, hein. À l'époque je ne savais pas que j'étais malade, mais ça je l'ai appris tout doucement, et cette maladie, on n'en parle pas suffisamment, et donc les structures de soins sont méconnues. Mmh. Donc moi j'ai perdu beaucoup de temps à me soigner, à me reconstruire. Il se fait qu'aujourd'hui je suis reconstruite, et j'ai alors estimé le besoin d'écrire. L'écriture est devenue thérapeutique pour moi, et j'ai écrit ce livre, Non, j'ai arrêté, qui est un livre qui relate mon parcours, donc c'est un témoignage, mais c'est aussi, j'ai réussi à prendre du recul et à mettre au point une méthode. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Quel est le principal message justement de cet ouvrage? De l'espoir. De l'espoir. De l'espoir et notamment la conclusion, j'aime beaucoup la conclusion, où je dis, au risque de choquer, mais je dis voilà, moi je continue à aimer l'alcool, sauf que c'est bien dommage, je n'ai plus le droit d'y toucher. Par contre, je me réjouis pour les 9/10 des Français qui n'ont pas de problème avec l'alcool aujourd'hui, mais qui peuvent très bien en avoir un jour. Et il est très dur de s'en sortir, moi j'ai cette chance de m'en être sortie grâce à une méthode, et donc je donne de l'espoir pour le 10e des Français qui souffrent de cela, et quand je dis le 10e, ça touche quand même 5 à 6 millions de personnes en France. Alors vous dites que vous n'avez plus le droit d'y toucher à l'alcool, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que bon, quand on consomme un petit peu d'alcool, un verre de vin, enfin vous voyez ce que je veux dire, pour autant c'est pas préjudiciable à la santé. Est-ce que vous interdisez, ou pour quelle raison vous n'avez plus le droit de toucher du tout à l'alcool? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai décrété. C'est le médecin qui, me soignant, m'a dit si vous voulez vraiment durablement vous en sortir, il faut plus toucher à ce produit. L'alcool est devenu pour moi une drogue. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une drogue comme n'importe quelle autre drogue dure, la cocaïne, l'héroïne, etc. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivée là? C'est simplement parce que très jeune, j'ai commencé à boire. Très vite, j'ai eu des soirées festives et j'étais dans l'excès de l'alcool. Ensuite, je suis tombée dans l'abus. Et après, je deviens tout simplement droguée. C'est-à-dire, je ne peux plus m'en passer. Hein. C'est-à-dire que à l'époque où j'étais alcoolique, à cette heure-ci, j'aurais été incapable de répondre à vos questions. Voilà, j'étais saoule. Voilà, tous les jours à partir de 17h. Donc, quand vous êtes dans cette dépendance physique, parce que c'est le corps qui réclame le produit, et psychologique, il faut répondre à la question pourquoi je bois, donc ça c'est tout l'aspect psy, eh bien, la sentence est lourde. Vous n'avez plus le droit d'y toucher. Voilà. Bon, on comprend, oui. Voilà. Alors, heureusement, tout le monde n'en est pas à ce stade-là. Hein. Mais c'est important que vous puissiez m'interroger, et c'est la raison pour laquelle j'accepte de répondre, c'est de dire, n'attendez pas d'être dans cet état-là. Il est peut-être encore temps de se soigner. Il est sûrement temps de se soigner si vous pensez à m'écouter que vous avez une relation peut-être
Alors, vous avez dû cheminer, vous avez rencontré justement des personnes qui étaient dans cet état-là, qui justement avaient des difficultés, qui souhaitaient s'en sortir. Oui, enfin, de plus en plus, parce que depuis que je m'en suis sortie, j'ai donc créé mon association autour de la méthode et j'anime des groupes de parole. J'en anime 2 par semaine. Donc je vois arriver des gens dans cet état-là. Je les accepte lorsqu'ils ne sont pas trop alcoolisés et j'accepte également les personnes qui sont en cours de soins, j'accepte leur entourage, j'accepte des soignants, j'accepte tout le monde. Et je dois bien constater que de plus en plus, on lève le voile sur cette maladie de l'alcoolisme, qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent et qui me disent « Madame, on vous a écouté, en fait vous avez raison, moi aussi je pense que j'ai un problème d'alcool, je sais simplement pas en parler. » Et surtout, je vois de plus en plus de jeunes. Voilà. Quand je dis de jeunes, c'est 23, 24, 25. Et ça devient dramatique. Il y a des ados aussi. Oui, il y a des ados, enfin ça ils viennent pas, je dois reconnaître qu'ils viennent pas, les ados ils restent encore entre eux, et parce que quand on est ado, le corps récupère assez facilement les drogues. Vous pouvez vous envoyer en l'air un soir, le lendemain vous récupérez vite. C'est avec le temps, quand vous vieillissez, que le corps n'en peut plus, et là vous récupérez de moins en moins vite, et un jour le corps lâche, et moi c'est ce qui s'est passé le 23 janvier 2009. Je me suis effondrée ivre-morte, mon corps a lâché. Alors ce qui doit être le plus difficile, c'est justement de reconnaître qu'on est alcoolique. Oui. En fait, si je reviens à mon parcours, moi, à 40 ans, je lis un livre qui est un témoignage. Et je me retrouve dans l'écriture et je me dis, bon, là, j'ai pas le choix, je suis alcoolique. Voilà. Donc, je ne suis plus dans le déni de ce que je suis devenue et je vais par contre basculer dans la honte d'être devenue alcoolique. Et cette honte va m'empêcher pendant 5 ans de me soigner. Parce que j'ai pas eu la personne en face de moi, j'ai pas eu l'écoute qu'il fallait, le temps qu'il faut accorder à une personne qui souffre de l'alcoolisme. Je ne l'ai pas eu. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que je témoigne. Je dis aux soignants, soyez plus à l'écoute de la personne en détresse que vous voyez en face de vous, certes, qui n'est pas dans un état gratifiant à soigner, on va dire. C'est pas beau, un alcoolique. Il vomit, il urine sur lui, etc. On passe les détails. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. C'est avant tout sans doute une personne qui souffre et qui a besoin d'être écoutée. Et ça, je l'ai pas eu. Alors vous pensez qu'en France, on n'est pas suffisamment écouté, enfin les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme ne sont pas suffisamment écoutées? Non. Prenons le généraliste. Le généraliste, il n'a pas le temps. Ça c'est vrai. Voilà. Les urgences dans les hôpitaux, c'est une vraie catastrophe. Voilà. Et moi j'ai eu vraiment des passages éthyliques dans les urgences. Et ce qu'on faisait, c'est que on faisait ce qu'il fallait médicalement. Mais après, on me parquait sur un brancard, et quand j'étais plutôt violente, on me ligotait, et puis après, on me le libérait 24 heures plus tard. Mais je me souviens pas qu'une psychologue ou qu'une infirmière m'ait approché en disant « Madame, est-ce que vous voulez parler ?» Voilà. Alors, c'est en train de changer. C'est en train de changer tout doucement. Moi, mon histoire, elle remonte à 2009. Voilà. Et je pense que on est dans une vraie prise de conscience de la maladie. Ça n'est pas un hasard si depuis 3 ans, les médias m'invitent pour venir à visage découvert. Vous voyez que j'ai pas de honte. Voilà, je suis sortie de l'anonymat de cette maladie et je pense que c'est en train de changer. Le regard de la société est en train de changer et c'est très bien car les malades auront donc plus d'écoute et pourront plus facilement sortir de la honte qui est la leur d'être devenus malades de l'alcool. Alors vous avez été l'invité de Frédéric Lopez sur France 2. Oui. C'est une émission assez sympa quand même. Oh oui. Je crois que c'est la première émission d'ailleurs, enfin les autres sont extraordinaires aussi, mais c'est la première fois que j'ai eu un journaliste très humain, très à l'écoute, et qui m'a donné quand même une journée complète pour enregistrer cette émission d'1h30. Mais il a pris le temps, il avait lu le livre, il avait collationné des photos de ce que j'étais avant, de ce que j'étais pendant la maladie, de ce que je suis devenue. Et il m'a posé des questions qui m'ont permis, moi, d'évoquer les souffrances, justement, qui sont derrière le masque alcool. Et si vous avez regardé l'émission, effectivement, moi, c'est une série de deuils, et après un manque d'amour et de tendresse dans ma jeunesse, qui fait que ce manque, j'ai été le combler par de l'alcool. Et c'est vrai que non, pour moi, ça a été un passage très fort, et je pense que l'émission a
va aider certaines personnes qui vont se retrouver dans mes souffrances et qui, j'espère, franchiront la porte d'un service d'addictologie ou d'une association d'aide. Parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Ah non, il n'y a pas de honte. Hein. Je reviens toujours à cela. Vous voyez, c'est plus du tout le déni. Moi, je ne travaille plus du tout le déni. Parce qu'on n'est pas bête. Voilà. Y compris les jeunes, ils savent très bien qu'ils jouent avec l'alcool aujourd'hui. Parfois, ils m'en apprennent plus que moi, je connais sur la maladie. Ils sont simplement dans un mal-être, et c'est ça qu'il faut soigner. Tout à fait, oui. Et on peut le comprendre, hein, c'est une société très dure, très difficile, très... Oui. Et j'ai l'impression que c'est en recrudescence à cause de ces problèmes de société. Oh, certainement. On devient de plus en plus individualiste, coupé du monde, avec les réseaux qui nous entourent. Il y a une famille sur 5 qui est monoparentale. Donc la maman qui doit tout assumer, elle se prend un petit verre de vin, un deuxième, un troisième pour assumer, sans se rendre compte que c'est insidieux, et que c'est comme ça aussi qu'on devient alcoolique. Donc c'est la société qui nous rend beaucoup plus fragiles, et donc on a de plus en plus recours à des drogues, et moi je le dis, l'alcool est le meilleur psychotrope qui existe. On n'a pas besoin d'ordonnance. Vous allez à la supérette du coin, à Paris c'est ouvert toute la nuit, jusqu'au jour où ça devient une drogue. Laurence Côté, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de Dossier spécial en compagnie de Laurence Côté qui a publié un livre Non, j'ai arrêté chez Inter Éditions. Alors vous avez mis au point une méthode, la méthode H3D. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, en quelques mots. Alors c'est une méthode toute simple que je m'applique moi tous les jours et qui consiste à balayer 4 mots, 4 valeurs phares qui sont très simples. C'est d'abord la honte. On revient toujours à la honte. N'ayez pas honte de ce que vous avez été et encore moins de ce que vous allez devenir. Sortez de cette honte et parlez avec simplicité du mal qui vous ronge. Donc le mot honte. Après le mot honnête. Soyez très honnête avec votre consommation d'alcool. Soyez honnête avec ce que vous avez été. Si vous avez été violent sous l'emprise de l'alcool, violence physique ou violence verbale, eh bien il faut être honnête, il faut poser ses souffrances sur la table. Et ça, c'est pour pouvoir avancer, pour que le médecin et le psy puissent poser le bon diagnostic en ce qui concerne l'alcool. Est-ce que vous êtes dépendant, est-ce que vous êtes excessif, etc. Et puis après, pour que le bon psy puisse vous accompagner très souvent dans l'introspection qu'il faut faire pour répondre à la question « Pourquoi je bois ?» Donc ça, c'est la grosse psychothérapie. En général, on doit la faire, mais il faut être honnête pour la faire. Ensuite, il faut être très humble. Donc c'est le troisième mot, c'est le troisième H, c'est l'humilité. Ayez l'humilité de demander de l'aide. Moi-même, encore aujourd'hui, je suis supervisée dans tout ce que je fais. Et si j'ai besoin d'aide parce que j'ai des fragilités, eh bien, en toute humilité, j'irai là où cette aide me sera donnée. Donc 3 mots, honte, honnêteté, humilité. Une fois que vous enclenchez le chemin des soins, et il faut le faire, parce qu'il est rare d'arrêter de boire seul, eh bien tout doucement vous allez reconstruire une nouvelle personne, très différente. C'est une nouvelle qualité de vie, un nouveau projet de vie que vous allez mettre en place, et c'est le désir, le D de la méthode H3D, que vous allez découvrir. En ce qui me concerne, j'ai mis 5-6 ans pour découvrir que mon désir n'était pas d'être avocate, parce qu'à l'origine j'étais avocate. Ouais. Mon désir, c'est de créer mon association, d'écrire, et je continue à écrire, de mettre au point cette méthode, de répondre aux sollicitations des médias, d'aller dans les conférences, d'aller dans les collèges, d'aller dans les entreprises, d'animer les groupes de patients, les groupes de parole. C'est ça mon désir. C'est de casser le tabou et de donner de l'espoir aux 5-6 millions de personnes qui souffrent de la maladie, plus l'entourage. Il ne faut pas oublier l'entourage qui souffre, à mon avis, tout autant. Oui, justement, comment réagit l'entourage ? C'est une souffrance atroce. Ouais. Moi, je les reçois dans mes groupes de patients. Ils ont droit à la parole comme nous. Ils souffrent parce que, malheureusement, la personne alcoolique n'écoute pas Ils sont impuissants. son entourage proche. Ça, je le sais, parce que moi, j'écoutais personne.
entourage est lui-même enfermé dans la honte de ce qu'est devenu la personne. Et quand je dis la honte, il n'ose même plus inviter les copains et les copines. Je comprends, parce que la personne se comporte mal au bout d'un quart d'heure. Mmh. Donc il faut également soigner, entre guillemets, l'entourage. Il faut être à l'écoute de leurs souffrances et parfois il faut passer par une thérapie familiale, une thérapie de groupe. Alors quelque part, quand on s'est sorti de ce problème de l'alcoolisme, ça doit être une renaissance. Oui, une vraie renaissance. Vous découvrez le désir, le D de la méthode H3D. Ouais. Oui. Vous êtes une autre personne, déjà vous êtes assez fier, entre guillemets, parce que vous n'avez plus besoin de ces drogues. Donc vous avez découvert d'autres choses, vous sentez la vie différemment, les angoisses qui étaient les vôtres ne sont plus celles d'aujourd'hui, vous relativisez. Oui, vous êtes une autre personne. C'est ce qu'on appelle une abstinence heureuse. Vous n'avez jamais été aussi heureuse. Il a fallu attendre cette chute épouvantable, ce coma éthylique public, pour qu'enfin je me reconstruise. Ça n'a pas été facile, mais là j'ai jamais été aussi heureuse, à 55 ans, et ça c'est merveilleux, parce que vous redémarrez un projet de vie pour une trentaine d'années, au moins. Oui, on se redécouvre soi-même. Ah oui. Oui, c'est une résilience, Boris Cyrulnik. Après, chacun emploiera ses termes à lui, mais oui, c'est une autre personne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Vous avez un site internet? Non, parce que notre association, elle a que 2 ans. Oui. Donc elle démarre bien, démarre bien, mais j'ai pas encore des gros moyens financiers. Alors, par contre, vous pouvez aller sur mon Facebook, Laurence Côté, parce que là, je donne toutes les informations de l'association, les lieux, des groupes de parole, etc. Et autrement, vous savez, on a démarré petitement. Je me suis d'abord reconstruite, j'ai passé mon diplôme universitaire en addictologie au CHU de Grenoble avec le professeur Maurice de Mathéis. J'ai fait des stages avec le docteur Christine Joly de l'hôpital de Valence. Maintenant, j'anime des groupes de parole à Valence, également à Montélimar, à l'hôpital de Montélimar, et bientôt à Grenoble. Donc voilà, par contre, je me déplace dans toute la France pour répondre aux demandes, notamment de plus en plus de personnes en difficulté. Même des entreprises. Aussi. De plus en plus, mon témoignage de l'alcoolisme au travail, parce que c'est un tabou au travail. Ah oui, absolument. Et ça touche tous les secteurs. Et c'est vrai que moi, j'étais cadre supérieur. J'étais quand même directeur chez Vinci. Il n'y a pas que dans les chantiers, au fin fond des cabanes de chantier, qu'on picole. Bien sûr. Il y avait également au 3e étage de la direction générale de Vinci. Et alors, j'interviens également pour le compte d'un laboratoire médical, pour parler aux généralistes, aux psychiatres, pour leur dire, voilà, moi j'aurais aimé à l'époque entendre de votre bouche la phrase, Madame Côté, vos résultats sont pas nickel, est-ce que vous avez envie de parler de l'alcool? Parce que ça se voyait dans les bilans sanguins, vous voyez? Voilà, il faut vraiment casser les tabous, mais y compris auprès des professionnels qui, à mon avis, sont insuffisamment formés en addictologie. Et puis on s'aperçoit finalement que ça touche toutes les couches de la population. Toutes les couches de la population, tous les secteurs professionnels. Ça touche le monde entier. Toutes les 10 secondes, vous avez une personne qui décède de l'alcool. C'est incroyable. De manière directe ou indirecte. Ça peut être un suicide, ça peut être un coma éthylique, ça peut être un cancer, une pancréatite ou des choses comme ça. Mais toutes les 10 secondes. Et les accidents aussi de la circulation. Voilà. Donc ça touche tout le monde. C'est pas une question d'intelligence. Vous voyez bien que je suis pas trop bête et pourtant je suis tombée dedans. C'est pas que la personne en précarité que l'on voit mendier au coin d'une rue. C'était également le cadre supérieur chez Vinci qui a tout perdu. C'est également un avocat ou un médecin généraliste. Sous le stress de ses consultations, le soir il arrive chez lui et doucement il se rend compte qu'il a le problème. Justement, le stress qu'engendre cette société amplifie ce problème de l'alcoolisme. Ah oui. Quand on interroge les gens, notamment dans le domaine professionnel, pourquoi d'après vous, où est-ce que vous avez, suite à vos nouvelles fonctions, augmenté votre consommation, le pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais il est assez fort. Les gens reconnaissent que le stress, la course à la performance, le harcèlement, cette espèce de frontière qui n'existe plus entre le monde professionnel et le monde privé, eh bien tout cela, tous ces facteurs viennent alimenter sa consommation. Et ça me paraît logique. Oui. Donc des vrais facteurs de la société actuelle, la solitude, l'isolement, les réseaux, on en a parlé, viennent amplifier ce phénomène. Donc c'est pour ça que merci d'en parler à la radio et dans les médias. Et je pense que c'est pas un hasard, ça je
me répète, 3 ans, on vient me demander de témoigner. Bien sûr, À visage découvert. tout à fait. Je crois qu'il faut sortir de l'anonymat. Il ne faut pas avoir honte de ce qui nous est arrivé parce que c'est une maladie. Alors, est-ce que vous avez des projets pour l'association et d'autres projets? Mon projet, c'est que cette association monte en puissance, que cette méthode H3D est donc expliquée dans le livre Non, j'ai arrêté, puisse être partagée de plus en plus dans les services d'addictologie, que d'autres groupes de parole puissent se tenir dans d'autres villes, que je puisse tout doucement, moi, former des gens à la méthode et également à l'animation du groupe de parole. Et moi, mon grand projet, et j'en ai parlé récemment, c'était sur France 5, c'était Le Monde en face avec Marina Carrère-Lancause, qui a bien voulu me donner la parole sur ce point-là, et je l'en remercie. Mais mon projet est de créer cette journée nationale alcool. J'ai bon espoir, parce que j'ai eu des très bons retours, et ce serait une journée où chacun et chacune pourra au moins une fois l'an s'interroger sur sa relation avec l'alcool. D'accord. Je dis pas une journée sans alcool, parce que moi je continue à aimer l'alcool, je l'ai dit. C'est une journée au cours de laquelle une personne qui prend 2 verres de vin, n'en prendra qu'un seul. Ça, et s'interrogera, tiens, est-ce que ça me manque? Une autre personne n'en boira pas du tout. Et elle se rendra peut-être compte que son demi-litre de vin lui manque. Et que chacun puisse s'interroger et que cette journée-là, des informations soient données dans les entreprises, dans les écoles, dans les collèges, dans les services d'addictologie, etc. Voilà. Figurez-vous que cette journée n'existe pas. Ah, ça, c'est vrai. Eh bien oui, c'est incroyable. Ah ouais. Eh bien moi, c'est mon objectif, j'ai 55 ans et je prendrai ma retraite s'il le faut, mais pas tant qu'elle n'est pas mise en place. Voilà mon objectif personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pour les gens qui veulent me donner quelques subventions, je ne demande pas mieux, puisque je pars de rien. Donc financièrement, il faut quand même quelques moyens. Et puis après, m'aider, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais oui, c'est merveilleux de me consacrer comme ça le temps pour m'expliquer. Et regardez, il y a France 2, France 5 qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. Et j'ai démarré il y a 3 ans par TF1. Et on revient me chercher. Donc c'est formidable. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Ça fait boule de neige. Je pense et je crois que, vous voyez bien que j'invente pas, que je suis authentique dans mon parcours. On ne peut pas inventer ça. Et ça n'est pas unique. Non, ça c'est certain. 5-6 millions de personnes qui vont c'est se énorme. retrouver. Voilà, c'est énorme. L'alcoolisme est la 2e cause prématurée de mortalité. 2e cause. Ça fait 50 000 morts par an en France. C'est 120 milliards d'euros en soins. 120 milliards d'euros. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, s'ils m'ont écouté et si certains ont raisonné à mes propos, pour eux-mêmes ou pour quelqu'un qu'ils aiment, eh bien, c'est peut-être de mieux connaître la méthode H3D. Donc, il y a le livre pour ça, mais c'est pas obligatoire. C'est de trouver la bonne personne, c'est-à-dire le médecin généraliste, ou son addictologue, ou son psy, ou un ancien buveur abstinent. Et c'est de lever la honte qui nous empêche souvent de parler de ça. C'est de ne pas avoir honte et d'en parler tout simplement, en se servant de mon témoignage. Très bien. En disant, voilà, j'ai entendu une dame, Laurence Côté, elle s'est exprimée, j'ai envie d'approfondir parce que je me demande si, etc. Alors, donc, un livre à se procurer, Non, j'ai arrêté, chez Interédition. Laurence Côté, merci d'avoir participé à cette émission et bonne chance et bon courage pour la suite et pour votre association en tout cas. Écoutez, c'est moi qui vous remercie pour la qualité de vos questions et je remercie vos éditeurs. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.